tous, merci pour votre présence. Donc moi je suis Sandrine Arnaud, donc je suis chargée de mission transformation numérique au sein de la délégation numérique de la région Nouvelle-Aquitaine, donc en charge de l'animation de la politique de transformation digitale de la région dans le cadre des programmes structurants. Donc moi j'ai en charge le territoire de l'ex-Aquitaine et je travaille de concert avec deux homologues que sont Arnaud Pigné sur l'ex-Poitou-Charentes et Marie-Ève Taillot sur l'ex-Limousin. Je vais laisser la parole à Maxime pour qu'il puisse se présenter. Merci Sandrine. Et donc de mon côté, Maxime Mariot. Donc je suis directeur associé d'un cabinet qui s'appelle Digital Conseil. On a un cabinet conseil dédié à la transformation digitale et on accompagne donc la région dans le cadre de ce dispositif. Et je vous présenterai notamment les retours d'expérience de certains diagnostics qui ont été réalisés. Donc, pour démarrer, voici une présentation synthétique des 4 points principaux que nous allons décliner ensemble durant l'heure et demie qui suit. Donc, une présentation des enjeux du diagnostic de transformation numérique pour effectivement bien comprendre ce qu'il y a derrière ce vaste sujet de transformation numérique. Une présentation de la méthodologie, une déclinaison également donc, du dispositif tel qu'il est mis en place au sein de la région. Et puis, pour rendre tout ça un petit peu plus concret, on a fait le choix de vous présenter 2 retours d'expérience. Donc, pour vous illustrer concrètement le fait que ce soit une démarche et un diagnostic très opérationnel et pragmatique. Donc, 2 retours d'expérience sur un site de visite et un hôtel-restaurant. Première partie, je vais commencer sur les enjeux de ce diagnostic parce qu'on va se parler beaucoup, on va beaucoup dire le mot diagnostic de maturité digitale, on va se parler de transformation numérique, mais on sait que derrière ces mots, aujourd'hui, il y a beaucoup de définitions différentes. Donc, j'ai souhaité commencer de manière très simple par une définition qui est la nôtre et qui, aujourd'hui, permet de mieux comprendre ce que l'on va chercher dans le dispositif d'accompagnement qui est derrière. La transformation numérique aujourd'hui, ou transformation digitale, on va dire que c'est la même chose à date, c'est pas forcément de devenir Uber, de devenir Netflix, on est loin de là. C'est cette capacité pour une structure, pour une organisation, pour une entreprise, de pouvoir se développer dans un marché, dans un univers qui, lui, est en mutation. On voit tous au quotidien que nos usages ont changé. On fait beaucoup de choses avec le portable, avec le mobile, on ne le faisait pas avant. On a des envies qui sont ultra court terme aujourd'hui aussi. Donc tout ce contexte fait que les clients, les gens en face, ont changé leur mode de fonctionnement et les structures doivent accompagner ce changement et évoluer. Donc la transformation numérique, c'est vraiment ça, c'est cette capacité des entreprises à remettre en cause leur mode de fonctionnement et à s'adapter aux enjeux extérieurs, que ce soit vers les clients, vers les prospects, vers les partenaires, peu importe. Pourquoi je commencerai une transformation numérique? Ça, c'est des questions qu'on peut avoir certaines fois. Donc, je voulais juste vous partager deux, trois chiffres qui nous semblent intéressants sur le sujet. D'une part, j'ai des retours d'expérience d'entreprises qui ont mené à bien leur transformation, qui sont très positifs. Alors, ça, c'est pas mes chiffres à moi, Digital Conseil, c'est des chiffres officiels d'études pour dire qu'une entreprise qui a réussi sa mue numérique a une croissance qui est vraiment plus élevée que d'autres entreprises et elle a plus de profitabilité. Ce sont 2 exemples parmi d'autres. On pourrait parler de la satisfaction client, on pourrait parler du chiffre d'affaires, mais je pense que ces 2 pans peuvent intéresser la plupart des structures que vous représentez ou que vous accompagnez. Mais de l'autre côté, et c'est le chiffre que l'on met sur la partie droite, c'est pas quelque chose qui est facile parce que sinon tout le monde le ferait et puis tout le monde serait content et on serait pas là sur un webinaire à en parler, je pense. C'est que la plupart de ces transformations aujourd'hui échouent. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises veulent passer le pas, mais concrètement pour différentes raisons qui sont souvent je ne sais pas comment faire, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les compétences, je ne sais pas où aller. Ces transformations échouent. Et quand je dis échouent, c'est soit que la mise en place des outils qui étaient souhaités ne vont pas jusqu'au bout, soit les outils sont mis en place, mais concrètement dans la structure, les gens ne l'utilisent pas comme il faudrait ou l'utilisent peu, en fait. Donc, gardez ce chiffre en tête aujourd'hui qui est un peu déprimant, je vous l'accorde, mais de se dire que j'ai à peu près 2 transformations numériques sur 3 qui échouent.
D'où l'importance d'avoir vraiment de structurer sa démarche et de se dire que ma transformation numérique, c'est un ensemble d'étapes. Et c'est pour ça que c'est important que le dispositif de maturité, le diagnostic de maturité numérique est la première étape de cette transformation. Si je devais vous montrer de manière brève, mais assez précise quand même, l'enchaînement des étapes qui vont conduire à la transformation numérique, j'utilise souvent cette pyramide où la mise en œuvre, c'est-à-dire l'accomplissement, est tout en haut. Et évidemment, on part comme souvent d'en bas. Donc, au-delà d'une première prise de conscience, qui peut être un simple intérêt pour le numérique ou un intérêt à faire évoluer sa structure, sa société, on a, vous le voyez en bas à gauche, le fameux diagnostic de transformation numérique qui est un des socles de cette pyramide. C'est grâce à ce diagnostic et grâce, de manière optionnelle, mais ce qui fonctionne aussi pas mal, grâce à un benchmark marché, donc j'ouvre mes œillères et je regarde ce qui se passe sur mon marché, que je peux redéfinir ma vision stratégique qui va me conduire à un plan d'action, qui va me conduire à mettre en œuvre ce plan d'action. C'est important, selon nous, de fonctionner avec ces étapes-là. Alors pas parce qu'on défend une méthodologie particulière, juste c'est notre retour d'expérience. Aujourd'hui, on accompagne différentes structures depuis maintenant 8 ans sur la transformation digitale et c'est à chaque fois l'enchaînement des actions qui fait que la transformation va aboutir, va être un succès. Donc vous voyez que le diagnostic de transformation numérique, c'est les premiers aspects, au-delà de la prise de conscience, c'est vraiment je peux commencer par là. Donc, c'est intéressant de pouvoir porter ce message aussi, je pense, aux différentes structures, de se dire que si vous ne savez pas où aller dans la transfo numérique, si vous ne savez pas quoi en attendre concrètement, c'est plutôt logique, cohérent, normal. Et c'est grâce notamment à ce diagnostic que l'on va voir précisément ensemble que l'on va pouvoir avancer. N'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai, on y répondra avec Sandrine avec grand plaisir. Je le ferai à chaque fin de partie, voilà, pour évidemment continuer et puis tenir notre timing, mais évidemment, n'hésitez pas s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou si je dis des gros mots en anglais, je me soigne, mais ça m'arrive encore des fois. On va zoomer donc sur ce diagnostic de transformation numérique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on va aller chercher là-dedans? Ce diagnostic, de manière simple, c'est le fait d'évaluer, et puis évidemment de formaliser derrière, le niveau de maîtrise de l'ensemble des pratiques, de l'ensemble des savoir-faire au niveau d'une structure. Et pourquoi est-ce qu'on va faire ça? C'est qu'on va identifier la manière dont ça se passe aujourd'hui pour mieux identifier la trajectoire qui restera à parcourir pour atteindre et pour réussir la transformation digitale. Donc c'est vraiment un état des lieux. Pas un état des lieux uniquement de j'ai quel logiciel, par exemple, qui pourrait être une vision assez court-termiste du sujet. Là, c'est vraiment où en est mon entreprise en termes de maîtrise, en termes de pratique, en termes de savoir-faire, en termes de processus. Et dans ce cadre-là, là, on est sur un périmètre qui est quand même beaucoup plus large. Mais ça me semble important pour ce diagnostic d'avoir une vision 360, comme on dit de manière peut-être un peu abusive, mais en tout cas d'avoir une vision globale de la manière dont va fonctionner la structure. Ce qui fait que pour ce diagnostic, on ne va pas regarder uniquement la partie outils. Je vous le dirai souvent parce que c'est souvent un retour qu'on a de se dire numérique égale quelque part informatique égale outil, donc on va regarder la partie outils et on s'en fiche du reste. Non, aujourd'hui, demain, un outil est implémenté, fonctionne dans une entreprise, dans une structure, parce qu'il correspond à un besoin, parce qu'il est intégré dans un processus métier, parce qu'il correspond à des objectifs, il va permettre d'atteindre une stratégie. Donc c'est pour ça qu'on tend à avoir une vision dans ce diagnostic qui est large. Par exemple, on peut regarder, je vous ai mis l'ensemble des pans que l'on peut regarder, juste pour vous donner un exemple de la largeur des diagnostics que l'on peut réaliser. On va regarder évidemment la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire de quelle manière mon offre va répondre aux besoins, de quelle manière mon marché est en train d'évoluer côté numérique. On va regarder les processus, la gestion de la donnée, c'est où sont situées mes données aujourd'hui, est-ce qu'elles sont dupliquées dans plusieurs endroits, est-ce qu'elles sont à un seul endroit, est-ce que mes processus métiers, c'est-à-dire la manière dont j'organise mon activité, est-ce que c'est fait de manière fluide, est-ce que j'ai déjà des endroits, des points de friction, des choses qui ne vont pas. Parce que c'est là où le digital pourra notamment aider. On va regarder la partie client, quel que soit le type de client, que ce soit des adhérents, des utilisateurs. On va regarder cette partie-là parce qu'aujourd'hui, quand même, un des aspects phares du digital, c'est de pouvoir dire j'écoute mon client et je lui donne ce qu'il souhaite et j'écoute ses retours en continu. Et le digital est un bon outil pour ça.
On va regarder la proposition de valeur et la partie innovation. Ça, c'est un peu une partie ouverture de chakra, mais qui est importante. C'est le fait de pouvoir se dire, aujourd'hui, vous fonctionnez comme ça, et c'est très bien, il n'y a évidemment aucun problème, aucun jugement, mais regardez dans votre marché, il y a différentes évolutions peut-être. Les gens évoluent dans leur manière de fonctionner, potentiellement dans leur organisation, dans leur business model, et je pense que c'est important que les dirigeants sachent un peu cette partie-là. On va évidemment regarder le système d'information qui va être un des cœurs, c'est de se dire niveau outils, niveau infrastructure, niveau sécurité, où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport au numérique. Le numérique, c'est la possibilité de communiquer plein de choses à plein de monde, mais évidemment, il faut communiquer les bonnes choses et il faut mettre des garde-fous, mettre de la sécurité. Donc, c'est important de mettre en place des outils dans une démarche cohérente de sécurité. Et puis enfin et surtout, on va parler compétences, on va parler humain, on va parler ressources humaines. Aujourd'hui ou demain, si on met en place des nouveaux outils, des nouvelles manières de faire, il faut que les collaborateurs suivent, il faut des montées en compétences, il faut des formations. Souvent, on se rend compte que certains outils peuvent ne pas être utilisés simplement parce qu'il y a une appréhension quelquefois de l'outil. Si je ne sais pas me servir d'un outil, je vais pas l'utiliser, je vais dire qu'il ne me convient pas, je vais dire qu'il ne me plaît pas. Mais je ne vais pas forcément mettre en avant le fait que je manque de connaissances proprement dites, peut-être qu'on ne m'a jamais formé sur ces outils. Donc toute cette partie de compétences, de maturité est une partie importante. Donc tout ça pour vous dire qu'on va regarder de manière assez large, comme vous le voyez, différentes dimensions, et c'est l'ensemble de ces dimensions qui vont nous permettre de poser un état des lieux qui va être pertinent, qui va être précis. Alors, il est macro parce qu'on est dans un cadre, évidemment, un cadre court sous format 2 jours. Mais en tout cas, on va vraiment aller loin sur les sujets et on va regarder l'ensemble de ces dimensions pour avoir une vue la plus exhaustive possible de là où on est la structure. Je te laisse, Sandrine, sur la présentation du dispositif, donc le diagnostic de transformation numérique mis en place par la région. Je ne t'entends pas. Pardon, mon micro était coupé. Oui, tout à fait. Merci Maxime. Donc effectivement, comme vous l'avez constaté, donc Digital Conseil est mandaté, a été retenu sur la base d'un appel d'offres pour accompagner la région dans ce dispositif d'identification de la maturité numérique des entreprises Nouvelle-Aquitaine. Donc la cible, ce sont les PME de plus de 10 salariés, hors secteur industrie et services à l'industrie, potentiellement. Donc là, on fait un focus sur le tourisme aujourd'hui, mais c'est pour vous dire que ce diagnostic est plus large. L'objectif, c'est effectivement, pour chacune des entreprises diagnostiquées, de connaître son niveau de maturité, mais surtout d'appréhender son potentiel de transformation grâce à l'intégration des leviers du digital dans son business model. Le deuxième objectif, c'est de co-construire, bien sûr, et disposer, on le verra, on livrera d'un plan d'action qui sera opérationnel, bénéficie également de recommandations pour le déployer et en suivant d'un coaching qui permettra effectivement de mesurer l'appropriation du plan d'action défini. Le dispositif se décline suivant 2 jours en entreprise et il est 100% pris en charge par la région, donc c'est une aide indirecte. C'est quand même assez important de le souligner. En termes de méthodo, donc, pour vous préciser un petit peu la chronologie, donc, vous candidatez au marché maturité numérique. Un comité de pilotage se réunit mensuellement pour effectivement sélectionner les candidats retenus. Donc c'est une décision collégiale qui concerne effectivement la direction de la délégation numérique, mais aussi l'ensemble des autres directions opérationnelles de la région. Une fois sélectionnées, les entreprises reçoivent de la part de Digital Conseil un pré-diagnostic en ligne. Ce pré-diagnostic permet à Digital d'avoir un premier niveau macro du positionnement dans l'entreprise et surtout d'identifier dès le départ les sujets qui sont estimés prioritaires par l'entreprise. Alors bien sûr en interrogeant également les autres indicateurs qui sont liés aux axes d'analyse que Maxime a déclinés précédemment. Ceci permettant effectivement de définir un agenda des interlocuteurs dédiés, alors en plus du dirigeant, pour effectivement aborder les sujets qui permettront de faire l'analyse
et ensuite la formalisation. Donc en gros, sur les 2 jours, vous avez 1 jour et demi qui sera dédié aux entretiens, à l'analyse et à la formalisation, et une demi-journée consacrée à la restitution, donc qui est la présentation du plan d'action. Ensuite, une fois les sessions in situ en entreprise, excusez-moi, terminées, Digital vous envoie le plan d'action formalisé. Donc, c'est effectivement ce qui a été présenté, mais voilà, un petit peu plus enrichi. Et ensuite, en général, on est dans un délai de 3 mois après la restitution du plan d'action. Un petit bilan, donc une étape identifiée comme coaching, qui permet de voir effectivement comment l'entreprise s'est approprié son plan d'action, quelles actions ont déjà été mises en œuvre, initiées, et voir comment potentiellement la région peut accompagner aussi dans cette démarche. Donc l'intégralité du dispositif est menée en parallèle donc, par le cabinet Digital Conseil et par un référent région qui va être défini en fonction principalement du secteur d'activité de l'entreprise. Donc ça donne en tout cas aux entreprises un point d'entrée privilégié pour effectivement, dès que possible, identifier la suite à donner et éventuellement les dispositifs de financement qui pourront prendre le pas sur le plan d'action qui a été défini. Donc je vous laisse interagir s'il y a des questions ou des choses qui ne seraient pas claires. Le prérequis à cette démarche, c'est quand même suffisamment important pour que ce soit mis en avant, c'est qu'il y ait une réelle prise de conscience, notamment de la part du dirigeant, et donc une réelle implication. On est malgré tout dans l'identification d'un projet global qui sera un projet stratégique. Donc c'est vraiment important d'avoir une implication forte du dirigeant. Il faut qu'il soit sponsor de la démarche et que potentiellement les personnes qu'il aura identifiées comme personnes clés destinataires des interviews aient le même niveau d'engagement et de conscience et de motivation. Ce qu'on voit souvent sur la partie diagnostic, c'est que pour répondre aux objectifs qui nous sont proposés par les chefs d'entreprise, chefs de structure, on va leur proposer un plan d'action qui est bien plus complet, large, qui est séquencé par rapport à ce qu'ils peuvent avoir en tête en amont. Donc on est là pour relier tous les petits sujets, toutes les petites actions, les prioriser, mettre du recul quand il y a besoin de recul et réorganiser ces choses-là. Mais il faut effectivement que les dirigeants aient cette prise de conscience, cette envie d'avancer. Voilà, je te laisse, Maxime, continuer sur les slides synthétiques. Oui. Alors, juste pour vous dire, je montrerai des exemples de livrables, mais juste pour vous dire qu'il ne s'agit pas d'une conversation avec un consultant, c'est vraiment une méthodologie qui, pendant 2 jours, va être développée et qui va conduire à un ensemble, à un support qui est assez volumineux et surtout, et j'espère, assez intéressant, pertinent, qui va reprendre les points précis qu'on a pu voir et puis des prises de recul avec un SWOT, donc la partie force, faiblesse, opportunité, risque, la liste des actions qui ont été identifiées avec l'entreprise, la qualification de ces actions, c'est-à-dire que j'ai plein de choses que je peux faire, mais pourquoi est-ce que je ferais cette action-là avant l'autre ? Mais parce qu'elle elle contribue à répondre à mes objectifs, parce que c'est plus ou moins facile, plus ou moins complexe. On va attribuer un certain nombre de notes et de priorisation aux actions pour qu'en découle un plan d'action qui soit logique et qui soit vraiment compris, puis derrière intégré par le dirigeant et par ses collaborateurs. On propose pour chacune des actions une petite fiche action en fait qui va récapituler la partie vraiment importante à comprendre, à savoir sur cette action, et que cette action soit liée à, je sais pas, la montée en compétence d'une personne sur un volet particulier, sur l'obtention sur la formalisation d'un processus, sur la mise en place ou la sélection d'un outil de type CRM, peu importe. À chaque fois, on va donner les facteurs clés de succès et on va donner des notions macro de budget et de planning. C'est important aussi, c'est qu'on va arriver avec des données concrètes pour dire, bon, ben, dans tel contexte, si tu souhaites, toi, chef d'entreprise, mettre en place tel type de logiciel, par exemple, on sait que nous, de notre expérience, c'est un projet qui va durer 3 mois. Alors, qui dure 3 ou 4, ce n'est pas le sujet. Ce qui est important, c'est que ça ne dure pas 1 semaine, ça ne dure pas 6 mois. On est plutôt sur quelque chose autour de 3 mois qui va coûter, je dis n'importe quoi, 20 000 euros. Et là aussi, dans le 20 000 euros, on veut dire non, ça ne coûtera pas 100, sinon il n'y a pas de sujet, mais ça ne coûtera pas non plus 1 000 euros. Donc, c'est important à chaque fois, on essaye même de manière macro, pour chaque action, de donner des éléments de budget et des éléments de planning.
Je te laisse, Sandrine, Oui. sur ce dernier slide. Oui, oui. Donc, effectivement, je parlais candidature tout à l'heure. Donc, avant d'examiner les sociétés lors de nos réunions mensuelles, on demande à chacune d'entre elles, via notre partenaire, donc ADI, Nouvelle-Aquitaine, de déposer sa demande d'accompagnement, de candidater sur le site MaTransphonum, dont vous avez le lien qui apparaît là. On demande effectivement de présenter rapidement l'entreprise et son projet, parce que le prérequis principal, c'est quand même d'avoir un projet de transformation numérique à terme, même si effectivement on doit passer par cette première brique de maturité. Ce que je voudrais rajouter, c'est une petite information de temporalité pour dire que ce diagnostic ne s'inscrit pas dans un temps long, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la candidature d'une entreprise est retenue, dans les 7 mois, la mission est terminée. Quand je dis mission terminée, c'est y compris la phase de coaching qui a lieu 3 mois après la restitution du plan d'action. Donc c'est simplement pour donner quand même sur une échelle de temps le fait que voilà, cette action-là peut être réalisée dans un laps de temps très court, pour autant avec des retombées qui permettent effectivement de se projeter à très long terme dans son projet de transformation numérique. Je me permets de préciser aussi, par rapport à ce que tu viens de dire, Sandrine, sur la nécessité que le dirigeant ait une première vision sur une volonté d'avancer côté numérique. Aujourd'hui, on a des chefs d'entreprise qui ont une vision qui n'est pas encore numérique, mais par contre qui ont identifié une problématique. Cette problématique peut être, par exemple, je me rends compte qu'on travaille beaucoup en silo et qu'on a besoin de plus de collaboration. Effectivement, le numérique peut amener beaucoup de choses sur ce sujet. Ou au contraire, une volonté qui est plus commerciale de dire j'ai besoin de faire évoluer, de faire progresser mon chiffre d'affaires, de faire progresser ma rentabilité. Ce que je veux dire par là, c'est que le besoin, l'objectif n'est pas forcément identifié comme du numérique au début par le dirigeant, mais on va arriver avec une démarche qui est évidemment globale sur la structure, et puis on va voir ce que le digital peut apporter pour répondre à ces objectifs. Mais les objectifs en eux-mêmes ne relèvent pas obligatoirement du numérique au démarrage. Oui, tout à fait. Je fais bien de le préciser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la partie méthodologie. Non, ce n'est pas une question. Alors, s'il n'y a pas de questions, vous pourrez les poser quand vous le souhaitez. Vous me confirmez qu'il n'y a pas de questions? Il faudrait... Est-ce qu'on peut couper le micro de... C'est fait. Merci. Super. Je vais continuer sur la partie retour d'expérience parce que je pense que c'est la partie centrale qui vous intéresse en particulier. On a souhaité vous faire un retour d'expérience parce qu'aujourd'hui, on a réalisé plusieurs diagnostics dans le secteur du tourisme, qui est évidemment large avec des problématiques très variées. Ce que l'on va vous montrer, ce sont des exemples anonymisés, évidemment, de 2 retours d'expérience, un sur donc un hôtel et un sur un site de visite. Ce que ces retours d'expérience ne seront pas, ce ne sont pas des généralisations autour des problématiques de ce type d'établissement. Ce n'est pas du tout ça, c'est vraiment des exemples très précis de là où on sont 2 structures au moment du diagnostic. Et c'est pour vous montrer un peu les différentes pistes et les différents types de plans d'action et l'état des lieux de ces structures au moment où on a réalisé cette intervention. Le premier cas d'usage... Oui. Excuse-moi Maxime, juste en complément, ces illustrations, elles permettent aussi de vous montrer que, voilà, même s'il y a une méthodologie qui peut paraître théorique, la méthode vraiment se décline de façon très spécifique et c'est vraiment du sur-mesure pour chacune des entreprises et bien sûr compte tenu de ces spécificités en termes voilà, de culture, d'organisation, de problématiques, etc. Le premier cas d'usage, c'est sur un hôtel-restaurant, sur lequel évidemment le paysage bouge pas mal et c'est un marché qui a été fortement en mutation et qui est toujours, je pense, qui n'a pas atteint encore le bout de sa mue. Et donc, beaucoup de structures se posent des questions.
Les slides que je vais vous montrer, ce sont les vrais slides. Alors, j'ai anonymisé évidemment quelques points, mais ce sont les vrais slides issus du livrable. Alors, c'est qu'une partie du livrable. J'ai pris quelques slides, donc ne vous inquiétez pas si on passe du grand 1 au grand 4. C'est pas que je ne sais pas compter, c'est juste que j'ai enlevé des choses. Et ce que je voulais vous dire avant de rentrer plus sérieusement sur le sujet, c'est que ce support, on le présente donc à la fin de la dernière journée, la deuxième journée, mais il fait suite à des heures de conversation et d'échange avec le dirigeant, avec ses équipes. Donc là, vous allez peut-être trouver ça lourd, ou il y a des points évidemment que vous comprendrez pas forcément, parce qu'il y a tout un contexte autour, et c'est la synthèse de l'ensemble des échanges. Donc quand on présente ça aux dirigeants, on s'est déjà parlé de l'ensemble de ces sujets, ce ne sont pas des sujets évidemment qu'ils découvrent. Là, pour cet hôtel-restaurant, on est sur 10 salariés, on est sur un chiffre d'affaires entre 500 000 et 1 million, de mémoire était plus vers les 800 000, qui a 20 ans d'existence, donc il y a quand même un passif important. Qui était c'était en plein Covid, donc il était en sous-régime du fait du Covid et profitait de cette période-là pour avancer. D'habitude, ils étaient plutôt autour de 15 collaborateurs, là ils étaient autour de 8 collaborateurs. La tendance, concrètement, suite notamment au Covid, c'est que l'occupation était en baisse. Elle était en baisse alors parce qu'il y avait le Covid, mais elle était en baisse aussi parce qu'il y a plus de concurrence autour. Il y a beaucoup de nouveaux établissements qui sont arrivés. Il y a des maisons d'hôtes, des chambres d'hôtes. Il y a pas mal d'autres types d'établissements qui sont arrivés. Une commercialisation qui est moins active parce que les personnes internes avaient moins de temps, tout simplement, pour faire la commercialisation. Et puis un établissement qui était un peu qui commençait à vieillir et donc pas mal de choses à faire de ce côté-là. Pour chaque structure, on demande, et c'est ce qu'on voit en haut à gauche, selon vous, le dirigeant, le digital, il peut vous aider à quoi? Est-ce que c'est à augmenter la performance commerciale? Donc là, on est dans quelque chose autour de la rentabilité. Est-ce que c'est d'augmenter la productivité? Là, on est sur de l'interne. Est-ce que c'est réduire vos tâches à faible valeur ajoutée? On sait aujourd'hui qu'une partie de nos journées à chacun est remplie de tâches où on se dit j'aimerais bien que ça se fasse tout seul, ou j'aimerais bien qu'on m'aide sur ces sujets, ou de diminuer votre risque d'erreur. Ça, ce sont des enjeux que l'on retrouve souvent sur le digital. Là, j'avais un dirigeant qui était plein de bonne volonté, qui s'est dit moi, je voudrais que le digital, il m'aide sur tout, concrètement. Alors, évidemment, surtout, on a recentré. Les objectifs majeurs ont été définis sur la droite. Il y avait évidemment un objectif autour de la suppression des non-valeurs ajoutées, c'est-à-dire arrêter de passer du temps sur des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. Et le deuxième, c'était vraiment sur de la rentabilité, c'est comment on se réapproprie le canal digital pour regagner en chiffre d'affaires. Je ne vous apprends rien dans le secteur de l'hôtellerie en particulier. Il y a des gros acteurs qui donnent un peu le là sur ce qu'on a le droit de faire ou pas le faire. Et le digital, c'est compliqué, qu'on n'a pas forcément de connaissances, de se réapproprier, de trouver sa place dans un canal digital qui est évidemment complètement trusté par Booking, Hotel.com, etc. Donc là, on était vraiment sur ce deuxième objectif, sur le gain commercial. À la suite de tous les interviews que l'on a pu faire et de l'ensemble des informations que l'on a récupérées, on a rentré ça dans une grille qui est la même pour toutes les entreprises et tous les secteurs pour donner une évaluation objective de la maturité numérique. Alors cette évaluation, à un moment donné, elle arrive sur une note. Alors pourquoi ça arrive sur une note? Parce que c'est notre côté professeur refoulé peut-être, mais c'est avant tout parce qu'il faut objectiver. Donc c'est important de se dire, de ne pas d'utiliser les mêmes mots pour chaque structure, chaque entreprise, et de se dire, voilà, vous, aujourd'hui, dans cet exemple, votre maturité numérique, selon la méthodologie qui a été faite en corrélation avec la région, elle est de 27 sur 100. Alors, qu'est-ce que veut dire cette note objectivement? Je vous rassure, pas grand-chose. 27 sur 100, ça veut juste dire qu'évidemment, on est un peu plus bas, qu'on est en dessous de la moyenne, on va dire. Mais concrètement, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la partie droite. C'est de se dire que si je découpe cette note, axe par axe, sur l'ensemble, sur chacun des axes que j'ai travaillé, ça va nous donner une vision un peu plus précise qu'une vision moyennée. Donc, même si c'est 27 sur 100 au total, on voit que là, sur la partie droite, sur le radar, point de vue stratégie, on est sur 45, donc 45 sur 100, donc c'est plutôt pas mal. Côté organisation, on voit qu'il y a un gros trou. Donc là, c'est important et on va creuser le trou et on va faire un plan d'action qui va répondre aux enjeux liés à l'organisation. Pareil sur la partie client ou la partie compétences, où il y a aussi des choses à faire un peu sur la partie outils. Donc là, ça permet de donner un premier panorama au-delà de cette note globale. On commence à rentrer axe par axe. Et un des enjeux que l'on a, un gros enjeu, un enjeu important que l'on a avec chacune des entreprises pendant la restitution, c'est de zoomer sur les axes sur lesquels il y a beaucoup de travail pour pouvoir donner une vision
très objective et directe à l'entreprise, de là où elle en est, avec des forces et des faiblesses, et proposer un plan d'action qui réponde à ces lacunes quand il y en a. Donc, par exemple, je vous le montre, mais c'est un exemple sur l'axe stratégie. On a pas mal d'informations sur ce que nous a dit l'entreprise et on finalise par les forces et faiblesses. Donc, c'est une vision volontairement synthétique de ce qui se passe de manière très positive, parce que le positif est évidemment important et heureusement qu'il y a ça. Et dans toute mutation, il faut veiller à conserver ses forces, mais aussi l'identification de faiblesses et qu'on expose aux dirigeants et discuter avec le dirigeant de ses faiblesses et comment est-ce qu'on peut faire ensemble pour pouvoir pallier et les compenser. Je vous donne quelques exemples sur cette stratégie. Par exemple, on avait pour cet hôtel-restaurant une bonne connaissance des concepts digitaux et ils avaient la chance, c'est assez rare, d'avoir une expertise marketing digital en interne. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui était en apprentissage au démarrage et qui a fait, dans le cours de ses études, qui avait une vocation marketing digital, qui est restée après dans la structure. Donc c'est bien parce qu'il y avait des compétences en interne. C'est une entreprise qui avait mis en place une suite d'outils assez modernes. Alors, je ne sais pas si les outils vous parleront, mais sont des outils de gestion du planning et de gestion des réservations. Asterio, Reservit sont des outils assez standards. Et la partie OTA, c'est évidemment tous les gros outils, tous les gros channel managers, comme on dit, comme Booking, comme Hotel.com, etc. Donc, il y avait la mise en place d'outils modernes. Et ça, c'est vraiment une force et c'est vraiment très chouette. On avait un canal d'acquisition business, c'est-à-dire les réservations. Concrètement, il était déjà pleinement digitalisé. C'est-à-dire que, je ne sais plus le chiffre exact, mais il y a peut-être 60-70% des réservations qui se faisaient via Internet. Donc ça, c'est génial. Et on peut se dire, une entreprise qui en est à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'elle a à faire, qu'est-ce qu'elle souhaite de plus dans sa transformation digitale. Et en fait, on va voir que ce canal d'acquisition, on a vu en tout cas pendant le diagnostic que ce canal d'acquisition n'était pas maîtrisé en fait. Les choses arrivaient parce qu'ils ont été mis en place à un moment donné, mais concrètement, ils n'étaient pas maîtrisés en interne. On avait aussi des projets digitaux qui ont été déployés et qui ont vraiment fait avancer les choses. Et enfin, il y a une offre différenciante sur cet hôtel-restaurant qui était assez chouette, et en tout cas qui permettait d'avoir un positionnement assumé. Donc ça, ce sont des forces et c'est vraiment important. Et à chaque fois, il y a plein de forces. Et c'est important, je pense, de le redire aux dirigeants, de le redire aux équipes, de se dire ça, c'est génial ce que vous faites. Il faut vraiment conserver tout ça. Et de l'autre côté, il y a des faiblesses qui sont souvent l'autre prisme de vue. Dans les faiblesses, par exemple, il y avait le fait qu'il n'y ait pas de stratégie digitale formalisée. Alors, évidemment, c'est toujours compliqué dans une structure de formaliser, mais l'intérêt, c'est de se dire qu'est-ce que j'attends concrètement du digital. Est-ce que c'est justement d'augmenter mon chiffre d'affaires? Est-ce que c'est de développer des nouvelles cibles? C'est important de se poser quelques questions. Il y avait aussi des projets digitaux qui ont été commencés et qui n'ont pas été aboutis, en fait, tout simplement. Ce qui arrive de manière assez régulière dans des structures, on commence quelque chose et puis après, ce n'est pas le cœur de notre business, de notre rôle, donc on passe sur autre chose et puis on n'aboutit pas. Il y avait des délais de concrétisation projet qui étaient très longs. J'avais mis un exemple, par exemple, qu'il y avait un devis qui avait été sur quelque chose de digital, qui avait été signé en novembre 2016. Moi, je les ai vus en 2020 ou 2021, qui n'était toujours pas en place. Alors, c'est important aussi d'avoir ce recul pour dire aux dirigeants, ton devis de 2016 sur le digital, c'est un peu c'est la préhistoire. Donc, si on s'engage sur quelque chose, il faut le mettre en place assez rapidement. Et je vais vous juste détailler les 3 derniers points qui étaient importants pour moi. C'est qu'il y avait beaucoup de projets dans cette structure et il n'y avait pas de priorisation entre les projets. C'est-à-dire tous les projets, on les faisait avancer. Et puis à un moment donné, quand j'ai peu de temps et plein de projets, il se passe des choses assez classiques. C'est que j'avance d'une pierre par semaine, d'une pierre par mois. Et concrètement, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, il n'y a pas un projet qui a vu le jour parce que je n'ai pas de priorisation. Donc ça aussi, c'est important d'en parler aux dirigeants, de lui faire prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses. Dans les faiblesses, il y avait une absence d'indicateurs de chiffres clés. C'est-à-dire que souvent, on va prioriser les projets en fonction de leur contribution aux objectifs de la structure. Donc, si mon objectif, c'est d'avoir plus de passages, d'avoir plus de chiffre d'affaires, je vais prioriser les projets qui sont liés à ça. Là, il n'y avait pas d'indicateurs, il n'y avait pas de chiffres. Donc, en fait, c'était beaucoup de subjectivité et peu de priorisation réelle. Et enfin, il n'y avait pas de méthodologie projet. Méthodologie projet, c'est comment je fais pour m'assurer que ce que j'ai demandé à un prestataire, ça soit bien mis en place dans le bon délai, avec le bon budget, avec la bonne qualité. Et ça, c'est des choses qui s'apprennent aujourd'hui. Voilà pour vous donner un exemple de ce qu'on peut faire sur l'axe stratégie. Alors là, on est vraiment sur l'état des lieux, on n'est pas sur le plan d'action, mais voilà la synthèse de ce qu'on peut rendre à une structure sur son axe stratégique. Je vais vous partager un autre axe qui va vous parler, qui est l'axe des outils numériques. Sur les outils numériques, on fait quelque chose d'un peu différent. En plus des forces et faiblesses, on va faire une cartographie
du système d'information. Donc derrière ces mots un peu bizarres, qu'est-ce qu'on veut dire? On fait la liste de tous les logiciels et à quoi ils servent. Ça permet deux choses. La première, ça permet de vérifier que dans les briques, dans les carrés, donc c'est les mêmes carrés pour toutes les entreprises, j'ai peut-être des carrés où j'ai pas de logiciel. Alors c'est peut-être pas grave, mais si c'est un carré qui est important pour moi, par exemple, si la gestion des compétences c'est important pour moi, si mes achats, mes stocks c'est important pour moi, mais c'est important de savoir que non, j'ai pas de logiciel. Si j'ai pas de logiciel, il n'y a pas de secret. C'est soit dans la tête des gens, l'information, soit c'est sur des fiches papier. Dans les deux cas, je pense qu'à aujourd'hui, on peut faire mieux, on peut permettre des choses plus fluides. Et la deuxième chose que l'on recherche avec cette petite cartographie, c'est les endroits où on a plein de logiciels. Et on se rend compte notamment, par exemple, là, ce qui peut-être vous saute aux yeux, c'est l'utilisation d'Excel, qui est souvent le deuxième outil favori des structures. Donc on voit qu'il y a du Excel un peu partout. Et souvent, il y a du Excel quand un outil ne répond pas à ce que je veux, je vais faire un petit fichier Excel à côté. Mais concrètement, à partir du moment où mon information elle est disséminée dans plusieurs systèmes, je ne pourrai pas être efficient derrière. Donc voilà ce que l'on peut faire sur la partie outils, par exemple. Je ne vous fais pas le détail des forces et faiblesses outils, mais on est vraiment dans cette même logique de se dire voilà ce qui est super chouette dans ce que vous faites et gardez-le, voilà les faiblesses. Je vous donne une faiblesse, par exemple, c'est le manque de tracking. C'est quoi le tracking? C'est que sur Internet, je peux savoir ce que font les utilisateurs. Je peux savoir quand ils viennent sur mon site Internet, sur quelle page ils vont. Je peux savoir d'où ils viennent. Je peux avoir plein d'informations. Alors, il ne faut pas se noyer dedans, mais à partir du moment où la plupart de mes réservations viennent du web, c'est important pour un dirigeant de se dire mes réservations, elles viennent plutôt de Google, elles viennent plutôt d'un site qui fait la promotion, elles viennent plutôt de Booking, etc., etc. Puis j'ai des rentabilités qui peuvent être différentes derrière. Donc, c'est important de savoir, d'avoir quelques statistiques sur le sujet. Là, j'avais aucune statistique. Si je n'ai pas de statistiques, je ne peux pas connaître ma rentabilité, je ne peux pas prioriser mes projets. Enfin, une fois que l'état des lieux est fait, donc cette force et faiblesse, on le fait sur chacun des axes, chacune des dimensions. Je vais parler concrètement du projet de transformation numérique. Et dans ce cadre-là, en fait, je donne une vision qu'on appelle SWOT, force, faiblesse, opportunité, risque, pour dire en un slide, voilà aujourd'hui où on est votre entreprise, où on est votre structure, en termes de maturité numérique. Attention, ce n'est absolument pas alors c'est pas un jugement déjà, on objective au plus précis l'ensemble des forces, des faiblesses, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a constaté, de ce qu'on a partagé avec le dirigeant. Il n'y a pas à être bon élève, il n'y a pas à être mauvais élève. On est là pour porter des choses qui peuvent être prouvées objectivement et en ressortir en fait ce qu'il reste à faire pour faire évoluer ces faiblesses et pour avancer sur le chemin de la transformation digitale. Le plan d'action, il va se caractériser par plusieurs choses. Ce qui nous semble important, ce sont trois choses. La première, c'est de lister les actions et de bien les expliciter. Le deuxième, c'est de prioriser ces actions. Et donc, on va expliquer, je vous montrerai sur des exemples, pourquoi cette action passe avant celle-là. Et le troisième, ça va être de donner une vision planning. Parce qu'à un moment donné, si le dirigeant souhaite avancer, il va nous dire, OK, mais combien de temps ça va me prendre tout ça et combien de temps en planning, combien de temps en charge. Donc, c'est important qu'on lui donne une vision. Et par exemple, là, le plan d'action que l'on a proposé, il y avait 5 volets complémentaires. Et vous voyez que tout n'est pas au même ordre. Alors, je ne vous ai pas mis le séquencement, mais vous le voyez avec le macro-planning. Vous voyez qu'il y a des actions en un mois. Je suis en mois théorique, mois 1, mois 2, mois 3. Vous voyez que le premier volet, en un mois, il est fini. Le deuxième volet, vous voyez que c'est un processus qui est plus itératif. Donc, c'est important que le dirigeant le sache. Le volet 3, il est plus condensé en 2 mois, mais il est un peu plus loin. Puis le volet 4, puis le volet 5. Ce ne sont que des propositions, le macro-planning. Mais ce que je veux dire par là, par cette représentation, c'est qu'évidemment, vous ne ferez pas tout en 2 semaines. Et évidemment, on ne se parle pas d'un projet sur 3 ans. C'est important, petit à petit, d'affiner la vision qu'a le dirigeant, qu'ont ses collaborateurs de la transformation numérique. Et c'est important de donner les bons ordres d'idées, de temps, de budget, etc. Qu'est-ce que je mettais derrière ces différents volets pour vous expliciter un petit peu? Le premier volet, alors on est d'accord que les objectifs, c'était d'augmenter le chiffre d'affaires et de diminuer la non-valeur ajoutée. Donc, je m'attendais, dans une première action, à avoir des actions qui soient liées à ça. Mais non, dans ce cadre-là, il y a une action qui n'avait pas été vue du tout par le dirigeant, c'est qu'au quotidien, la sécurité informatique n'était vraiment pas au top et qu'il y avait des choses à faire pour que les collaborateurs puissent travailler sereinement au quotidien et juste réaliser leurs actions sans que ça prenne trop de temps. Donc, j'ai défini un premier volet
qui s'appelle « Faciliter et sécuriser le travail au quotidien ». Alors, je ne vous montre pas la fiche associée, mais je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. Concrètement, c'est que chaque collaborateur ait accès à la bonne information et que cette information elle soit organisée et qu'elle soit sécurisée. De quelle manière travailler cette structure à ce moment-là? Ils avaient un serveur dans un coin, ce qu'on appelle un NAS, beaucoup d'entreprises ont ça, mais concrètement, il n'était pas maîtrisé et donc ils ne l'utilisaient quasiment pas et ils s'échangeaient les choses par mail ou par clé USB. Donc dès que quelqu'un voulait une mise à jour de planning, il se l'envoyait par mail toute la journée. Donc évidemment, on perd du temps. Mais vu que les collaborateurs qui font ça, ils font ça parce qu'ils ne savent pas qu'on peut faire autrement. Donc c'est important de leur dire, attention, on peut faire autrement. Donc je leur proposais dans ce volet, par exemple, de mettre en place un logiciel de stockage, donc de stockage cloud, donc c'est-à-dire un outil de type Dropbox, de type OneDrive, ce type d'outils qui sont assez faciles à prendre en main, qui va permettre de partager l'information. Donc quand je dis l'information, c'est l'ensemble des documents de travail au sein des différents collaborateurs, de les sécuriser. Donc il peut se passer n'importe quoi. Ce type d'outil gère la sécurisation. Et il gère aussi le versionning. Le versionning, c'est de pouvoir se dire, j'ai fait une erreur sur mon fichier, je reviens en arrière. Ça, il ne faut surtout pas que ce soit le travail des collaborateurs parce que c'est un peu trop compliqué et puis qu'on n'est jamais à l'abri d'une bêtise. Donc, je conseille vraiment que ce soit fait par des outils dédiés. Évidemment, je ne les laisse pas, je leur dis pas, faites ça, et puis, enfin, moi, je vous conseille ça, et puis, ciao. Je leur donne des exemples d'outils qui peuvent faire ça, et on leur donne aussi comme je vous le disais tout à l'heure, des typologies de budget. Alors là, par exemple, pour ce type d'outils, c'est peut-être 5 € par mois par utilisateur, mais c'est important de se le dire, parce qu'à la fin, ça va faire une somme, tout ça, et de leur donner des exemples de planning. On avait aussi la mise en place, par exemple, d'un outil de gestion des mots de passe. On avait aussi dans ce volet, on avait plusieurs actions. On en avait un autour de la sécurisation des réseaux Wi-Fi. Les réseaux Wi-Fi étaient mal sécurisés de mémoire et il fallait vraiment faire quelque chose. Ça, c'est le premier volet. C'est un peu le prérequis pour travailler de manière sereine en interne. Après, on s'attaque au vrai sujet. Et donc, il y avait un sujet de développer et piloter la visibilité commerciale en ligne. Donc, pourquoi je mets développer et piloter, c'est que aujourd'hui, quand j'ai vu cette structure, ils avaient un site internet, ils avaient donc une bonne partie de leur réservation qui venait des canaux web, donc c'est très bien. Mais on s'est rendu compte en faisant quelques premières statistiques qu'une bonne partie venait de Booking. Booking, pour ceux qui savent, ça coûte un bras et demi la réservation pour l'hôtel. Donc c'est très bien, ça apporte plein de services géniaux, mais c'est important aussi de développer sa propre visibilité. Donc ici, je leur proposais de reprendre un peu les rênes de leur site internet et puis de se dire quelle place je peux adresser sur le net, quelle place j'ai pour mon site et quelle place je laisse à Booking sur les deux. Donc il y avait par exemple le fait de finaliser, ils étaient en train de refondre leur site internet, le fait de le finaliser avec certains critères, le fait de créer des premiers tableaux de bord pour savoir d'où viennent mes réservations, et puis d'avoir une logique itérative, donc de l'eau d'évolution. C'est-à-dire que ce qui me semble important sur le digital, le digital est un principe itératif, c'est-à-dire que la première version d'un site internet, elle n'est jamais bien, et qui que ce soit qui fasse un site internet, elle n'est jamais géniale, mais par contre, c'est le fait de la faire évoluer régulièrement qui va l'améliorer. Donc ça, c'est une démarche aussi qu'il est important d'expliquer. Le troisième point va être de faciliter la collaboration interne en mettant en place des petits outils pour se parler entre eux. Aujourd'hui, les différents collaborateurs, par exemple entre l'accueil et les cuisines, dès qu'ils devaient se parler, la personne de l'accueil quittait l'accueil, allait en cuisine. Celui des cuisines quittait la cuisine, allait à l'accueil. Les différentes personnes qui étaient là à l'accueil en journée ou en soirée, ils se laissaient des petits mots. Donc tout ça, aujourd'hui, il y a des outils qui savent bien faire ça et qui permettent de développer la collaboration interne. Donc ça, c'est une partie importante. Évidemment, quand je dis ça, je ne dis pas juste trouver ce type d'outil, c'est voilà comment vous pouvez l'utiliser et voilà ce que vous devez aller chercher comme typologie d'outils, comme typologie de fonctionnalité. Et voilà, par exemple, comment l'utiliser chez vous. Il y avait un quatrième volet autour des paramétrages de leurs gros outils, donc Asterio, Reservit, les outils qui permettent de générer les résas en ligne et puis de générer les résas issus du site internet, issus du passage, issus de Booking, etc. C'est des outils qui étaient encore frais dans la maison et tout n'était pas finalisé. Évidemment, ce n'est pas finalisé parce qu'ils n'avaient pas eu le temps, mais c'était important de le finaliser pour avoir des bonnes statistiques et pouvoir faire pas mal de choses derrière. Notamment, ils souhaitaient digitaliser certains processus métiers complémentaires comme les menus,
comme le fait de pouvoir vendre un peu de produits au sein du restaurant. Il y a plein de choses qui peuvent être faites en ligne, ou des bons cadeaux, par exemple, qui est toujours un truc, enfin, quelque chose qui peut fonctionner. Et tous ces points-là ne pouvaient pas être gérés automatiquement parce que les logiciels n'étaient pas finalisés, enfin, leur paramétrage n'était pas finalisé. Donc ça, ils ne vont pas le faire tout seuls. On a trouvé ensemble un prestataire, enfin leur prestataire actuel qui faisait des formations et qui pouvait accompagner sur cette partie conseil. Et puis enfin, un dernier pan qui n'a rien à voir, mais pourtant c'était important parce que ça permettait de gérer le quotidien de manière sereine, c'est la mise en place d'un système de téléphonie qu'on appelle VoIP. Vous savez, c'est la téléphonie par Internet, à contrario de la téléphonie France Télécom un peu plus classique. L'entreprise était mal desservie niveau ligne téléphonique et donc et le bâtiment était immense et quelquefois ne captait pas. Donc chacun avait un ou deux téléphones, chaque collaborateur avait un ou deux téléphones sur lui et en fonction de l'endroit, il utilisait l'un ou l'autre. Donc ça fonctionne pendant un temps, mais là aussi, c'est de la perte de temps. Et à partir du moment où on arrive à expliquer aux dirigeants que la perte de temps, ça chiffre en manque de rentabilité, en chiffre d'affaires, en perte de productivité, c'est intéressant de pouvoir mettre en place des choses pour pallier à ça. Voilà par exemple, alors c'est qu'un exemple parmi N, évidemment, chaque plan d'action est différent, mais je voulais vous montrer l'hétérogénéité des actions et puis le point commun qui est d'être très pragmatique et de pouvoir aider. On est juste là, on est uniquement là pour aider le dirigeant dans son quotidien sur l'ensemble des problématiques qu'il peut avoir. Et le digital n'est jamais une fin en soi. Je ne veux jamais faire du digital parce que j'aime le digital. Je fais du digital parce que ça m'aide à un moment donné, ça m'aide à répondre à mes objectifs, ça m'aide à solutionner, à répondre à mes enjeux. Voilà. Voilà sur ce premier exemple ce que je voulais vous partager. J'avais prévu des slides pour vous expliquer le détail, mais concrètement, je vous l'ai dit à l'oral. Est-ce que sur ce premier cas, vous avez des questions, que ce soit sur la méthodologie, sur des exemples concrets d'actions, ou au contraire sur des pans, peut-être que vous attendiez à trouver et dont je n'ai pas parlé? N'hésitez pas à me poser toute question, bienvenue, évidemment, sur le sujet. Sinon, j'attaque le deuxième cas d'usage autour du site de visite, mais si vous avez des points précis, évidemment, pas de problème. N'hésitez pas à prendre la parole, à rallumer votre micro et votre caméra. Je ne mords pas et je suis loin en plus. En tout cas, j'espère que déjà ce que je vous ai présenté, j'espère que c'était clair. Si ce n'était pas clair, si c'était trop compliqué, n'hésitez pas à me le dire pour que je corrige le tir sur le deuxième cas d'usage, évidemment. Vous voyez aussi que j'espère que vous êtes en accord avec moi pour dire que ce qui est intéressant dans le dispositif et le plan d'action, c'est le dialogue avec le dirigeant, avec les collaborateurs, parce qu'on parle aussi beaucoup avec les collaborateurs, mais c'est avant tout de l'échange, c'est avant tout de l'humain et de la prise de conscience. Et ça, c'est important. Ça permet souvent de dédramatiser des sujets et puis de parler librement de pourquoi je vous conseille de faire ça, pourquoi je ne vous conseille pas de faire ça en fait. Nous, on a un cabinet indépendant, on n'a aucun intérêt, vraiment, je vous le dis en toute transparence, aucun intérêt à préconiser un plan d'action A ou plan d'action B. C'est vraiment ce qui répond aux enjeux à chaque fois du dirigeant. Et à la fin du plan d'action, à la fin de l'intervention, à la fin du coaching, pour information, on fait une petite enquête de satisfaction auprès de l'ensemble des diagnostics que l'on réalise pour être sûr de viser juste et si on ne vise pas juste, pour être sûr de nous améliorer à chaque fois. Donc on est vraiment dans cette démarche, nous aussi, d'amélioration continue. Alors je vais commencer le deuxième cas d'usage si vous n'avez pas de questions. Donc là, on est dans une structure assez différente, très différente même, qui est un site de visite. Donc, un site de visite qui a, là aussi, vous voyez en haut à gauche que le digital, les dirigeants étaient perplexes sur ce que peut amener le digital. Ils se sont dit, moi, je veux tout, je veux la totale. Concrètement, où en était cette structure? Donc, c'est une structure qui avait 20 personnes. Un site de visite qui a 20 personnes. Son chiffre d'affaires vient des visites, évidemment, des objets publicitaires, des cotisations des adhérents. La structure est en train de développer une nouvelle offre parce que son vrai but derrière, c'est de gagner en rentabilité pour s'autofinancer au maximum et puis financer son développement. Donc, ils sont arrivés avec beaucoup d'idées et le diagnostic devait être le moment de pouvoir parler de nouvelles offres
de l'offre sur de la visite virtuelle, de l'offre sur de la formation, sur plein de choses. Et en faisant le diagnostic, on a évidemment parlé de ça parce que c'est très important, mais là aussi, on a identifié des choses qui, à court terme, allaient vraiment les empêcher de mettre en place ce qu'ils souhaitaient. Et c'est pour ça que le diagnostic est, je pense, important. Concrètement, en termes de maturité numérique, ils n'étaient pas loin de la première structure. Là, ils étaient à 31 sur 100. Mais vous voyez sur la partie droite qu'on n'est pas sur les mêmes axes. Alors, la partie organisation, comme souvent, elle était bien délaissée. La partie client était chouette, la partie stratégie était chouette, mais niveau outils, niveau compétences, il y avait des choses quand même à refaire. Et puis niveau organisation, en priorité, il y avait beaucoup de dettes, comme on appelle ça, de la dette organisationnelle, de la dette numérique. La dette, ça veut dire que, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'on a toujours fait comme ça, mais que ça nous a arrangé à un moment donné de ne pas structurer les choses. Et au fur et à mesure du temps, ça devient une dette. C'est-à-dire que ça va coûter à l'entreprise de se remettre à niveau sur ces sujets-là. Et là, c'était vraiment le cas. Concrètement, sur l'axe stratégique, alors je vous donne un exemple de slide pour vous expliquer ce que j'ai mis en bas. La structure nous avait dit, alors nous, on est sur le digital, on est plutôt mature. On a mis en place un nouveau logiciel qui s'appelle EBP, qui est un logiciel de compta, gestion commerciale. Et c'était tout récent, il l'avait mis en place début 2021. On a mis en place un nouveau site internet. Et on prévoit d'interconnecter les deux bientôt, 6, 8 mois après, parce que ça sera chouette. Et puis, on prévoit déjà un lot 2 sur le site internet. Donc, par exemple, cette manière de voir les choses, moi, on était super contents. On s'est dit, OK, donc il y a un nouveau site internet. En plus, le site internet avait été bien fait, donc c'est très chouette. Par contre, le fait de se dire que l'interconnexion entre le site internet et le logiciel de compta, on le prévoyait après, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entreprise, la structure, va avoir une double peine pendant quasiment un an. C'est-à-dire pendant quasiment un an, dès qu'un client, quelqu'un va être intéressé, va vouloir venir sur le site de visite, il va faire une commande en ligne. Cette commande en ligne, concrètement, elle va aboutir, elle va être envoyée par mail au collaborateur qui va la ressaisir sur son logiciel EBP. Ça, c'est une perte de temps incroyable. Perte de temps, perte de productivité et perte de rentabilité, évidemment. Donc ça se calcule assez vite, de se dire une résa, c'est combien de temps à la ressaisir dans un BP? Bon, c'est 10 minutes, c'est un quart d'heure, ok, j'en ai combien par jour, j'en ai combien par mois? Et on voit tout de suite qu'on aurait pu, on a conseillé à la structure de prioriser cette interconnexion entre son logiciel comptable et son site internet parce que ça allait lui faire gagner beaucoup de temps. Et du temps gagné, c'est du temps dont disposent les collaborateurs sur les autres projets, par exemple. En termes de stratégie, alors je ne vous dis pas les points forts parce que c'est plus pour l'entreprise et pour la structure et ça n'a pas trop de lien avec le plan d'action derrière. Mais en tout cas, dans les points plus fragiles, on s'est rendu compte, et on ne nous l'avait pas du tout dit, que l'infrastructure informatique était vraiment désuète. Concrètement, chaque collaborateur avait un PC, c'est des PC qui étaient très lents. Qui dit très lent dit perte de productivité aussi, qui n'étaient pas interconnectés entre eux. Chacun gérait ses licences. Il n'y avait pas de modèle de données. Donc, un modèle de données, c'est de se dire ce qu'on appelle dans cette structure un client, c'est toujours un nom, un prénom, je ne sais pas, une date de naissance, quelques champs de qualification. Mais là, chacun faisait un peu comme ce qui lui semblait le plus logique. Et donc, on n'avait pas de modèle de données et on avait autant de clients, autant de fichiers Excel que de collaborateurs qui étaient en lien avec les clients. Donc, si à un moment donné, j'avais besoin de retrouver un client, il fallait que j'aille demander à plusieurs personnes. Ça, c'est tout bête, mais ça fait vraiment perdre un temps incroyable. C'est un temps que l'on peut calculer, parce que j'aime bien à chaque fois montrer aux dirigeants que quelque chose qui me fait perdre 5 minutes par jour, c'est pas grave, mais ça me fait perdre une demi-heure, ça me fait perdre 1 heure. Là, on est vraiment sur des milliers d'euros très rapidement. Donc, il faut mieux travailler sur ces sujets. La structure n'avait pas d'outils collaboratifs non plus. C'est-à-dire que la plupart des communications, quand je dis la plupart, à part ce qui est oral, tout passait par mail. C'est-à-dire que concrètement, les collaborateurs reçoivent beaucoup trop de mails par jour. Et là aussi, un collaborateur qui reçoit plein de mails, c'est génial. Mais concrètement, je pense que ça nous embête tous, qu'on est tous un peu saoulés de recevoir beaucoup de mails. Et puis, ça nuit à la productivité, ça nuit grandement à la productivité. Alors que dans les mails, il y a des choses qui sont pour information, il y a des choses qui sont urgentes, il y a des choses qui le sont moins. Et donc, le canal mail, on ne peut plus miser que sur ça, je pense.
Enfin, il n'y avait pas d'indicateur de performance pour les clients et les prospects. Donc, à la question, qu'est-ce qu'un bon client pour nous? Ce client qui vient, je ne le sais peut-être pas, mais ça fait peut-être 3 fois qu'il revient sur mon site. C'est important de le savoir, en fait. Et c'est important d'avoir quelques indicateurs de performance sur la partie client, sur la partie prospect. Voilà, par exemple, des points que l'on a pu voir sur la partie stratégique. Juste pour vous dire que la partie cartographie du système d'information, on l'a fait à chaque fois. Donc là, vous voyez qu'elle a une toute autre tête. On voit que la première ligne, tout ce qui est communication externe, animation, marketing, commercial, il y a beaucoup de choses. La partie production, qui est quand même le cœur de beaucoup d'entreprises, là, on est sous Excel. La gestion des plannings, on est sous Excel. Et après, j'ai du EBP, j'ai du Sage. Bon, normalement, c'est l'un ou l'autre, mais les deux, on sait qu'il peut y avoir un sujet. Donc, c'est toujours intéressant, là aussi, de pouvoir dire aux dirigeants, selon où est ton cœur d'activité, attention à avoir les bons outils aux bons endroits, quoi. Comme je vous le disais tout à l'heure, en termes d'outils numériques, si je dois rentrer un peu plus en détail là-dedans, le parc informatique était dépassé, donc on l'a mis évidemment dans le diagnostic, c'est important. Les systèmes d'exploitation qui étaient obsolètes, les collaborateurs qui n'avaient pas d'ordinateur portable. Alors je ne dis pas que tout le monde doit en avoir, mais là c'était vraiment important parce qu'il bougeait beaucoup. Et puis on est dans un moment où on parle de beaucoup de télétravail aussi, donc comment est-ce que je fais pour assurer mon travail en cas de problème? Il n'y avait pas de serveur administré pour partager les documents. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait beaucoup d'envois mail. Beaucoup d'envois mail, ça veut dire que les données sont concrètement stockées sur les ordinateurs. Demain, j'ai un ordinateur qui tombe, je me fais voler un ordinateur, j'ai un ordinateur qui casse. Toutes les données, elles disparaissent en fait. Donc ça aussi, c'est important de pouvoir revenir vers le dirigeant en lui disant « Attention, là, vous avez un risque fort. » Et ce n'est pas des choses qui coûtent. C'est juste qu'on va s'embêter un peu à le mettre en place, mais ce n'est pas des choses qui coûtent. Il y avait une migration des boîtes mail qui avait été débutée, mais qui n'avait pas été terminée. Ils étaient passés de OVH, qui est un hébergeur français, un gros hébergeur français, qui propose un outil mail, mais qui remplit les fonctionnalités basiques et qui va agréable au quotidien. Ils avaient commencé à passer ça sur Outlook, mais tout n'était pas migré, donc il y avait des mails qui ne passaient pas, il y avait des historiques de mails qui n'étaient plus là, donc il y avait vraiment des choses à faire. Voilà par exemple ce qu'on va aller voir. En termes derrière de plan d'action, ça c'est quelque chose qu'on fait souvent, on le fait dès que c'est nécessaire, c'est qu'on va lister, on a listé l'ensemble des actions que l'on préconise, et je vous expliquerai derrière évidemment à quoi ça correspond, et puis on va les classer, on va vraiment les caractériser pour se dire, telle action, est-ce qu'elle contribue à répondre à mon besoin de sécurisation? Est-ce qu'elle contribue à m'aider à gagner en efficacité, à mettre en œuvre ma nouvelle stratégie d'offre, etc. Et puis nous, on ajoute dans le critère de décision le niveau de complexité de mise en œuvre. Parce que c'est important de pouvoir dire, il y a quelquefois des actions qui semblent très sexy, où on se dit oui, il faut y aller. Je vous dis n'importe quoi, mettre en place un ERP, c'est-à-dire un logiciel qui va gérer le cœur de l'activité, mais concrètement, c'est complexe. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas le faire. Ça veut juste dire que pendant que je fais ça, je ne pourrais pas faire autre chose. Donc, ça va rentrer en jeu dans la priorisation des différentes actions. Donc, grâce à une matrice qui est assez simple, on note à chaque fois de 1 à 3. Est-ce que cette action vous aide dans ce sujet? On arrive sur la partie droite à une priorisation planning de l'ensemble des actions. Et c'est cette priorisation planning que l'on propose à l'entreprise et qui va donner un planning de manière assez classique. Donc, qu'est-ce qu'on a proposé, par exemple, pour cette structure, pour ce site de visite? Comme ça arrive de temps en temps, la première action, ce n'est pas forcément celle attendue par le dirigeant. Le dirigeant, il aurait bien aimé qu'on lui dise il faut faire de la réalité virtuelle en 3D. Effectivement, mais je pense que ça n'aurait pas été honnête de notre part de dire c'est la chose la plus importante. La chose la plus importante là-dessus, c'est de ne pas périr informatiquement parlant, de ne pas perdre des données et de permettre aux collaborateurs de travailler convenablement. Donc la première action, c'est un cahier des charges pour refondre l'infrastructure et définir un contrat d'infogérance. Un contrat d'infogérance, c'est de demander à un hébergeur de gérer, de stocker les données, de les sécuriser, de faire le versionning, etc. Ça, de plus en plus, je pense que c'est plus le travail des structures, parce que ça devient vraiment un travail de connaisseur. C'est le boulot de professionnel et c'est très bien comme ça.
Donc, ça correspond à faire un petit cahier des charges. Un petit cahier des charges, c'est juste se dire de quoi j'ai besoin, de l'ensemble des besoins métiers. J'ai besoin de quelqu'un pour me gérer mes données qui sont ici, qui sont éparpillées, de me gérer ceci, cela. Et ce cahier des charges va permettre de sélectionner un prestataire qui va, lui, maintenir cette infrastructure technique. Le deuxième deuxième action, c'est se doter d'un outil de communication collaboratif en mode quick win. Qu'est-ce que ça veut dire que tous ces termes un peu barbares? Un outil de communication collaboratif, c'est un outil qui permet de se parler autrement que par le canal mail ou le canal téléphone entre plusieurs collaborateurs. Le gros avantage de ces outils, donc on peut parler de Slack, Teams propose des fonctionnalités de ce type-là aussi, c'est le fait de pouvoir parler soit à une personne, soit à un groupe. Et donc là, dès que je gère un projet, dès que je veux parler à une personne, je veux parler à 2, à 3, en 10, je discute de manière asynchrone. Donc, je n'ai pas besoin de déranger les gens. Ils me répondent quand ils ont le temps. Et c'est un outil de communication qui, en général, quand les règles sont bien définies, fonctionne très bien. On dit en mode quick win parce que en mode quick win, ça veut dire rapidement. On dit quelquefois un peu abusivement quick and dirty, donc rapidement et sale. En tout cas, c'est rapidement et même si c'est pas pérenne, c'est pas grave. La structure avait vraiment besoin que les gens se parlent entre eux et qu'ils soient dotés d'un outil pour communiquer rapidement. Ça peut être du WhatsApp, par exemple. Ce type d'outil le fait aussi très bien. La troisième action, c'était d'installer et de configurer un serveur partagé et un drive. Donc là, c'est un peu la suite du cahier des charges tout en haut. C'est une fois qu'on a son contrat d'infogérance, on va mettre en place un système qui va permettre qui va conduire à avoir des dossiers partagés et qu'on puisse se passer les infos. C'est tout bête, mais aujourd'hui, dans bon nombre d'entreprises que l'on va voir, il n'y a pas cette partie-là et ça conditionne en fait beaucoup de choses dans la collaboration. Si je ne peux pas avoir accès librement à une information dans l'entreprise, alors pas tout évidemment, mais les informations dont j'ai besoin, je vais devoir les demander. Je vais devoir attendre que la personne qui a cette information à dispo soit disponible. Ça veut dire beaucoup de choses et en général, on perd en productivité. L'autre point ensuite, c'est de sécuriser ce projet d'interconnexion. Ce qu'on voulait dire par là, c'est que le fait de lier le site internet, donc les commandes avec le logiciel de EBP, donc le logiciel de compta, de gestion commerciale, c'est un vrai petit sujet en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment le piloter. Il est important, il faut vraiment le piloter. Vraiment le piloter, ça veut dire, attention, il va y avoir comme une multiprise tendue entre votre site internet et votre logiciel EBP. Cette multiprise, c'est important de savoir quand elle ne marche plus, par exemple. Parce que si à un moment donné, elle ne marche plus, ça veut dire que mes stocks sont plus à jour, ça veut dire que mes factures, je ne les reçois plus. Donc, c'est important. En termes de pilotage, il y a des choses importantes à faire et on leur a détaillé l'ensemble des points à voir. Finaliser la migration des boîtes mail. Donc là, on est sur quelque chose de très informatique. Se doter d'un CRM, là aussi en mode quick win. Ils n'avaient pas, dans cette structure, ils n'avaient pas besoin d'un outil important. Par contre, ils avaient besoin de se partager, encore une fois, l'information. Et se partager l'information autour de clients, autour d'adhérents, c'est l'objectif d'un outil de type CRM. CRM, Customer Relationship Management, ça veut dire gestion de la relation client en français. Donc c'est un outil comme HubSpot, comme plein d'outils permettent de faire ça. Je saisis mes prospects, je saisis mes adhérents et tous les gens à qui j'autorise peuvent voir ces fiches-là. C'est un carnet d'adresses commun, en gros. Et il y avait une histoire autour des licences Office 365 où la structure payait un prestataire externe pour gérer ses licences Office. Alors que autant il y a quelques années, c'est quelque chose qui se faisait, autant aujourd'hui, gérer une licence Office, n'importe quel dirigeant peut avoir, il a son tableau de bord sur Microsoft.com et il attribue des licences comme il le souhaite. Il peut le faire de manière autonome et ça lui coûte beaucoup moins cher. Il y avait un sujet autour du renouvellement du parc informatique, comme je vous l'ai dit. Ça fait évidemment partie des points qu'on a mis en avant. Puis après, une fois que toute cette partie-là permettait de faire la sécurisation et le premier développement, là, on pouvait commencer à définir les stratégies marketing, les stratégies de commercialisation autour des nouvelles offres. Donc les offres de formation, les offres de visite virtuelle, etc. Mais c'est parce que j'ai fait toutes les autres actions avant que je suis suffisamment stabilisé, que j'ai stabilisé mes bases, que j'ai stabilisé ma rentabilité, mon chiffre d'affaires, j'ai tout sécurisé. C'est là où je peux prévoir le futur. Et la dernière partie de ce lot 1, c'était une photothèque. Alors ça paraît bête, peut-être évident, mais l'or noir d'un site de visite, c'est évidemment toutes les illustrations, toutes les photos autour de son site.
Et ça, par exemple, cette structure n'avait pas d'endroit où il rangeait ses photos. Donc, il y avait un répertoire à gauche, un à droite. Si je veux tel type de photo, il faut que je demande à Paul. Souvent, il faut que je demande à la personne qui a eu besoin de cette photo en dernier. Et donc, ça aussi, je suis dans la perte de temps. Et puis, demain, après-demain, si je veux mettre à jour mon site internet, si je veux mettre à jour n'importe quel support, j'ai besoin d'avoir l'ensemble des photos qui soient validées en bonne définition, les déclinaisons, les exemples de bannières, etc. Donc ça, c'est une photothèque. Là aussi, il y a plein d'outils, pour certains gratuits, pour souvent gratuits d'ailleurs, qui existent, mais c'était un point important. En deuxième lot, on l'a mis en deuxième lot parce que c'est si l'ensemble des actions du lot 1 sont vraiment finalisées qu'on peut aboutir là-dessus. Là, effectivement, on a parlé de la développement de maquettes 3D comme support numérique à la formation. C'était quelque chose qui était important pour eux. Ils avaient besoin d'avancer sur que permet de faire la 3D, comment je peux m'en servir dans le cadre de mes souhaits d'évolution. Et puis, le dernier point, c'était de se doter d'un logiciel qu'on appelle LMS. C'est un logiciel de gestion des formations pour porter l'offre de formation. Aujourd'hui, quand si vous voulez diffuser une formation, par exemple, il y a des outils qui savent très bien gérer ça, qui gèrent les classes virtuelles, qui gèrent la publication de vidéos, qui gèrent la tarification, qui gèrent pas mal de choses. C'est un marché qui est assez mature aujourd'hui. Donc, il y a des types d'outils qui, justement, vont leur permettre rapidement de pouvoir progresser sur leur offre de formation. Voilà, par exemple, un plan d'action sur un site de visite. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes actions que le premier. Alors, quelquefois, il y a des actions qui peuvent se recouper, mais c'est vraiment une coïncidence. Et que l'on va regarder le spectre de manière très large. Et ce qui en ressort, ça peut être du stratégique pur, ça peut être on va dire de l'informatique pure de base de gestion de boîte mail. Et souvent, très très souvent, c'est un mix de tout ça. Et c'est important de donner les bonnes priorités et de donner les bons facteurs clés de succès de chacune de ces actions aux dirigeants. Et c'est ce qu'on fait, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire du mieux possible dans ces dispositifs. Voilà sur cette partie retour d'expérience. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit sur ce cas-là ou de manière générale, sur les états des lieux, les diagnostics que l'on peut réaliser aujourd'hui dans les structures du tourisme ou les plans d'action que l'on a pu proposer jusqu'à maintenant? Peut-être, Maxime, tu peux couper ta présentation si Bien sûr. il n'y en a plus besoin. Et comme ça, on va pouvoir voir les gens. Vous pouvez rallumer vos caméras et puis poser vos questions. Oui, Isa. Oui, j'ai deux questions. J'en ai une pour Sandrine et j'en ai une pour Maxime. Pour Sandrine, je suis une PME du tourisme. Est-ce qu'il y a une date butoir pour candidater dans ce dispositif? Oui, potentiellement, il y en a une. Donc aujourd'hui, le dispositif est ouvert et on va dire jusqu'à début d'année potentiellement. Début 2022. Ok. Et pour Maxime, par rapport à l'évaluation et au retour 3 mois après avoir délivré le diagnostic aux entreprises, est-ce que c'est plutôt une évaluation positive, c'est-à-dire est-ce que par rapport à la priorisation du plan d'action, il y a des actions qui sont engagées par rapport à ceux que vous avez suivis jusqu'à ce jour? Alors, moi, je trouve ça super intéressant la partie coaching parce qu'on a les entreprises reviennent avec effectivement un peu comme une rentrée des classes en disant bon, on a parlé de tout ça, où j'en suis. Ça les oblige à se questionner avant de se voir. Et aujourd'hui, j'en suis sacrément satisfait. C'est-à-dire que dans les plans d'action que l'on réalise, ça serait irréaliste de mettre beaucoup d'actions sur les premiers mois, mais on met les 1, 2, 3 premières actions sur les premiers mois parce qu'il faut vraiment que l'entreprise prenne en main sa transformation numérique. Et si elle la reporte à 6 mois, à 1 an, il y a de grandes chances que ça ne se fasse pas. Aujourd'hui, moi, ce que je constate dans l'immense majorité des cas, c'est que les premières actions, elles sont vraiment faites. Après, évidemment, tout dépend de l'humain que j'ai en face de moi, mais j'ai des dirigeants qui vont arriver en me disant « Bon, moi, j'ai pas eu le temps d'avancer comme je voulais. » Et puis, en fait, ils ont fait un travail incroyable. Et puis, j'ai le cas un peu inverse aussi des fois. Mais concrètement, sur les premiers aspects, en général, ce qui est en haut du plan d'action, ça devient vital ou c'est pas loin d'être vital pour la structure. Et si on a bien fait notre travail pendant le dispositif, ils sont vraiment enclins à le réaliser. Et 2-3 mois après, je réfléchis, mais j'en ai pas eu un seul qui est passé à côté de ses premiers sujets.
D'accord, merci. Et Sandrine, est-ce que quand une entreprise a fait ce diagnostic de maturité numérique, est-ce qu'après, elle peut revenir vers vous par rapport à la réalisation de certains investissements pour lesquels elle solliciterait une aide? Oui, alors tout à fait, effectivement. Donc on distingue la partie accompagnement et la partie financement. Du coup, sur l'aspect financement, il y a un dispositif région qui est le chèque transformation numérique qui existe aujourd'hui, qui effectivement permet d'accompagner financièrement les entreprises sur des projets stratégiques et globaux de transformation numérique. Donc le plan d'action permet effectivement de construire ce projet de façon, je dirais, en adéquation avec l'ADN du dispositif. Donc après, il y a effectivement des règles d'éligibilité, etc., que je déclinerai pas là tout de suite. Mais potentiellement, ce dispositif permet effectivement sur un accompagnement qui est de l'ordre des taux d'intervention de l'ordre de 30 à 50%, avec un plafond maximum de 150 000 euros, d'accompagner diverses lignes de prestations sur du conseil, des missions de cadrage d'AMOA, parce que en fonction de la maturité de l'entreprise et de la complexité du projet à mener entre ce que décline Digital et puis la déclinaison d'un projet pour lequel il faut effectivement témoigner de devis, etc., très précis pour chacune des phases du projet. Parfois, il y a une phase intermédiaire d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui permet, par exemple, de cartographier l'ensemble des processus métiers, puisqu'avant d'implémenter un ERP, potentiellement, on a besoin de cette phase-là. Elle n'est pas forcément écrite, pas forcément maîtrisée par l'entreprise. Donc voilà, on est sur un périmètre très large, donc de prestations d'AMOA, d'implémentation MOE, donc ERP, CRM, etc. De façon globale, tout ce qui va permettre la mise en œuvre du projet. Donc ça m'ennuie de rentrer plus dans les détails parce que là, on va vite arriver à un sujet un peu technique. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le diagnostic permet effectivement d'avoir une approche 360 degrés, on l'a dit, mais surtout de se décorréler d'une réflexion qui serait purement stratégique et outillage, où on va vers le digital, c'est l'implémentation d'un système d'information. Là, non, on a une réflexion un peu inverse, c'est-à-dire qu'on a une stratégie de développement de l'entreprise. Effectivement, ce sont les aspects digitaux, donc les leviers du digital. Est-ce qu'ils existent? Oui, non. Si oui, lesquels? Et finalement, cette stratégie va se traduire au final, je suis d'accord, par l'implémentation technologique ou le développement d'applications spécifiques, etc., mais au service de l'atteinte d'enjeux stratégiques pour l'entreprise. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous et c'est extrêmement important pour effectivement qu'on soit en adéquation avec l'ADN du dispositif de financement. Merci. De rien, avec plaisir. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors moi, je peux quand même donner une précision, c'est que Oui. le diagnostic n'est pas un prérequis à un financement. On peut tout à fait décorréler les deux. Donc voilà, je le dis parce que parfois, il y a des amalgames qui sont faits. Mais pour autant, voilà, en fonction du niveau de maturité, de compréhension, parce que parfois le diagnostic, il vient simplement confirmer, conforter la pérennité d'un plan d'action, ou en tout cas la pertinence d'un plan d'action qui a déjà été projeté. Il y a un point important qu'a soulevé Maxime tout à l'heure, c'est la priorisation. Parce que parfois, on a effectivement les bonnes idées. Par contre, voilà, on n'est pas un expert du numérique, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à tout chef d'entreprise d'identifier les interdépendances et justement de se dire je vais vers cette construction-là, mais par contre dans une logique qui m'assure pérennité, maintenabilité et évolutivité, parce que ça, ce sont quand même des critères extrêmement importants quand on se projette sur un plan de transformation numérique ou digitale. Le dispositif, si on va vers du financement, c'est quelque chose qui est one-shot et on s'inscrit quand même sur une durée de 2 à 3 ans. Donc autant effectivement déposer une demande qui soit la plus complète, la plus exhaustive et surtout la plus pertinente possible.